Bonjour, j'espère que ça va en cette fin de journée. Je vous fais une présentation, faire un plugin d'effet en Rust, Rust VST partie 3, parce que j'ai réussi à milquer le sujet 3 fois d'affilée à peu près, globalement. Je me présente, le contexte, je m'appelle Thomas Camille, je suis développeur full stack, je suis chez Talent depuis 1 an. Je fais beaucoup de musique, je faisais beaucoup de musique, en ce moment, je n'ai pas le temps. Donc voilà, je fais de la basse, de la contrebasse, de la guitare. Maintenant, je fais de la musique sur mon PC, parce que comme ça, j'ai pas besoin de sortir de chez moi. J'ai fait pas mal de. Enfin, j'étais dans un groupe pendant 10 ans, j'ai fait des concerts partout, blablabla. Du coup, j'ai fait 3 rushs. J'en ai fait une en novembre de l'année dernière sur la MAO, donc musique assistée par ordinateur et digital sound processing en général. Donc, c'était vraiment pour présenter, c'est pas spécialement un truc que tout le monde connaît, comment qu'on fait pour faire de la musique avec un PC. Et puis surtout, qu'est-ce que le PC il fait derrière, physiquement et mathématiquement parlant. Parce que c'est comme les chiffres juste avant, c'est vachement compliqué. C'est pas très compréhensible. En mai, j'ai fait une deuxième rush qui était du coup un peu la suite où plutôt que de bassiner les gens avec de la musique, j'ai quand même montré un peu de code. Oups, pour faire genre, c'était un peu plus intéressant. Donc j'ai fait un synthétiseur polyphonique que j'ai codé moi-même en Rust. Et là, du coup, je fais pareil, sauf que je vais faire un plugin d'effet. Voilà, si vous comprenez rien à ce que j'ai dit, c'est pas grave, j'ai fait des petites slides après pour résumer ce que j'ai fait précédemment, donc ça va aller mieux. Et voilà, voilà. Globalement, ce qu'on va faire pendant cette c'est optimiste, une heure, mais peut-être on sait pas. Hein. Du coup, rappel numéro 1, la MAO c'est quoi? Donc la MAO, comme je l'ai dit, musique assistée par ordinateur, donc c'est un processus de création musicale qui utilise l'ordinateur et le logiciel pour composer, enregistrer, éditer et produire la musique. Globalement, la MAO, alors ça reste récent parce que bon, on a besoin d'un PC, c'est pas le truc le plus évident, mais ça reste quand même quelque chose qui est utilisé partout. Même si vous écoutez de la musique classique, le simple fait qu'elle ait été enregistrée dans un studio et qu'ensuite on ait fait du mixing dessus, techniquement c'est de la MAO parce qu'on a besoin d'un ordinateur pour modifier le volume de chacun pour que ce soit audible et que ce soit un bel ensemble. Mais du coup, ça englobe vraiment tout. Mais après, ce qu'on considère vraiment comme de la MAO, c'est quand tu fais de l'électro sur ton ordinateur et que tu n'as jamais utilisé un instrument, parce qu'au final, pourquoi le faire quand ton PC le fait pareil? Voilà, voilà. Donc, la MAO, ça a besoin de 2 ingrédients principaux. Bien sûr, on peut rajouter plein de trucs, hein, on peut utiliser ces instruments soi-même, etc. Mais les 2 ingrédients principaux, ça va être un DAW, donc Digital Audio Workstation. C'est grosso modo ce qu'il y a là. En gros, c'est un logiciel, c'est un peu comme votre IDE, sauf que c'est pour faire de la musique plutôt que du code. Donc, comme les IDE, il y en a plein de différents. Ils ont tous des groupes de gens qui les utilisent, qui considèrent que c'est le leur, que c'est le mieux, et que les autres, c'est de la daube. Mais ils ont chacun leur avantage, chacun leurs défauts, chacun leur prix, parce que ça coûte très cher, les licences, par pour certains. Que, voilà, il y en a plein. Il y a FL Studio, Ableton, Reaper, Paint IDE, parce que. Non, pas Paint IDE, non, mais il y en a sur mobile, il y en a sur PC, il y en a sur tout et n'importe quoi. L'autre ingrédient dont vous allez avoir besoin, c'est un VST, donc c'est ce qui est le sujet global de cette suite de ruches. Je vais vous présenter tout de suite ce que c'est. Ouais. VST, donc Visual Studio Technology, c'est un format et une API sorti en 96 par l'entreprise Steinberg. Steinberg qui fait beaucoup de divers et variés musicaux, à savoir du hardware et du software. Ils sont notamment connus au software pour avoir sorti Cubase, pardon, qui est un DAW assez vieux et très utilisé et qui sort toujours des nouvelles versions. Et en fait, ce qui a été révolutionnaire en 96, c'est la sortie de ce format VST qui permet en fait de se trimballer ces différents plugins audio et de les passer d'un DAW à un autre. Parce que du coup, ça normalise le format, tout le monde est content. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait un VST? Ça prend de l'audio et ça va le transformer en temps réel pour vous sortir de l'audio ou du MIDI ou des visuels, etc. Donc il y a 4 types principaux. Il y a des instruments. Par exemple, quand de nos jours, on peut faire un beau morceau de piano et qu'on n'a pas de piano, on peut utiliser un VST de piano qui va simuler un son de piano. Et maintenant, ils en font des très bien qui font plus vrai que nature. Il y a aussi des effets audio. Donc, par exemple, quand vous êtes en concert et qu'il y a un guitariste et qui met de la distorsion, soit il peut utiliser une pédale analogique s'il est old school. Et donc là, c'est que l'électrique à l'intérieur, soit il va utiliser quelque chose d'électronique qui va modifier le signal sonore avec une petite puce d'ordinateur.
Ça peut aussi faire des effets MIDI, donc je vais expliquer juste après ce que c'est le MIDI si on en a besoin. Mais grosso merdo, c'est un format de données qui va permettre à notre dos de comprendre ce qu'un instrument va faire. Par exemple, si je prends un clavier que je le branche à mon PC et que j'appuie sur les touches, le PC va comprendre que j'appuie sur les touches du clavier, que ça c'est un C, enfin c'est un do, ça c'est un ré, patati patata. Et on peut aussi faire la visualisation pour que par exemple, je sais pas, comme sur les vieilles applications sur Windows Media Player où ça mettait une visualisation de la musique. Ouais, voilà. Hop, rappel numéro 3. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Alors, la dernière fois, donc j'ai fait du Rust, je langage des winners. Pourquoi du Rust? En général, les VST, ils sont tous faits en C++, parce qu'il y a plein de frameworks et de librairies qui permettent de faire de l'audio en C++, et j'avais pas envie de faire de C++. Du coup, j'ai regardé où il y avait d'autres trucs, il y avait le Rust, et c'est à peu près tout. Si vous voulez faire de l'audio, c'est compliqué. C'est pareil pour ChatGPT, hein, si vous voulez de l'aide pour faire de l'audio en codant, c'est mort, il ne connaît pas. Il répète que des conneries parce qu'il ne connaît pas les librairies. Du coup, j'ai utilisé une crate, une des rares crates qu'il y avait à ce moment-là, qui s'appelle VST 2.4 par Rust Audio. J'ai mis le lien du GitLab si vous voulez l'utiliser, mais comme vous allez le voir juste après, j'ai eu un petit souci quand je me suis mis à faire cette ruche-là de dépréciation. Du coup, grosso merdo, qu'est-ce qu'elle faisait cette crate, donc cette librairie? Elle permettait de compiler tout ce qu'on avait fait en Rust pour sortir un beau format VST tout beau tout propre que n'importe quel do allait comprendre, sous la norme du coup des VST 2.4. Et on avait créé on avait fait de la création pas à pas d'un synthétiseur polyphonique. Donc j'étais allé tout doucement. Au début, j'avais juste fait un petit synthétiseur. Quand on le lançait, ça faisait du bruit, donc ça faisait. Donc ça montrait comment ça marchait, mais c'était pas musical et c'était pas ouf. Ensuite, j'avais fait une sinusoïdale. Du coup, plutôt que de faire, ça faisait bip et c'était voilà. Ensuite, on a rajouté le contrôle MIDI, donc pour permettre de contrôler ce signal avec le clavier. Donc là, comme ça, on pouvait jouer de la musique, c'était quand même un peu mieux. Et ensuite, j'avais rajouté la polyphonie. Par polyphonie, j'entends le fait que si j'appuie sur 2 touches de mon clavier en même temps, ça va faire les 2 notes en même temps. Parce que par défaut, sinon, il va en jouer. Hop. Du coup, là, je vais... Ouais. Ouais. Ah, c'est bon. Hey, donc là, j'ai lâchement recraché tout le code de ce que j'ai fait la dernière fois pour reprendre très rapidement. Du coup, c'est du Rust. Voilà, c'est un langage sympathique. Non, moi j'aime bien Rust. Donc j'ai utilisé ma crate. Je vous ai juste montré ça pour rapidement remontrer ce qu'on avait fait la dernière fois et voir un peu la structure, parce que comme vous allez voir, comme j'ai dû utiliser une autre librairie, on va pouvoir voir les différences entre les deux. Grosso merdo, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors tout en haut, c'est juste ça, c'est des imports. Bon, voilà, j'ai importé les différents morceaux de ma librairie, patati patata. Ensuite, struct, donc c'est ma classe entre guillemets. J'ai défini ma classe de mon plugin qui s'appelle bzz, parce que j'avais aucune originalité pour les hoches. Ce plugin qui est du coup un synthétiseur, donc un piano grosso merdo. Il va avoir un nombre d'échantillons par seconde, qui est globalement une valeur fixe, hein, c'est 44 100. Voilà, donc je ne vais pas savoir ce que c'est exactement. Il va avoir des notes qui sont pressées, parce que forcément, je dois que le clavier fasse du bruit quand je passe des notes, et des voix. Sachant que les voix, c'est... ça va être compliqué, parce que je dis 15 fois les mêmes mots. La voix, c'est la fréquence, donc la note qui est attribuée à la note qui est pressée. Non, on va faire que répéter les mêmes mots tout le temps. Ensuite, du coup, mes voix, elles ont une structure spécifique, donc elles ont une phase, une fréquence et une amplitude. Voilà. Une fois que j'ai défini dans mon code les différentes classes dont j'allais avoir besoin, je peux implémenter à ma classe le trait plugin pour lui dire qu'elle est un plugin audio. Donc en fait, il va y avoir besoin de quelques trucs différents. Il faut l'initialiser, comme la majorité des choses. Donc là, j'initialise tout, les voix, je les mets toutes à 0 parce que par défaut, quand je ne presse rien, mon synthétiseur ne fait pas de son. Donc voilà. J'ai juste mis la sample rate à 44 100, comme je vous le disais. Ensuite, il y a une fonction qui est mandatory qui s'appelle getInfo, qui va en fait reprendre toutes les infos que notre VST va se trimballer, à savoir son nom, son ID unique, le nombre d'inputs qu'il prend en entrée, le nombre d'outputs, etc., etc. Et ensuite, on a vraiment le truc important qui est la fonction processEvent, qui est mandatory ici. Non, pas processEvent, je raconte n'importe quoi. Il y a bon, c'est pas la plus importante, mais voilà, excusez-moi. Donc processEvent qui va permettre de récupérer des événements MIDI, donc comme son nom l'indique.
qui va expliquer à notre synthé ce qu'il doit en faire. Alors là, pour faire résumer rapidement ce qui se passe, à chaque fois qu'il récupère un événement MIDI, il va récupérer le signal qui est envoyé par MIDI, qui du coup est un gros array avec pas mal de données dedans. On sait que à la position 1, c'est la note, à la position 2, c'est la vélocité, du coup je récupère tout ça. Et ensuite, je lui dis ce qu'il faut qu'il fasse. Donc 144, c'est quand la touche elle est appuyée, donc il va récupérer, la note et calculer la fréquence avec. Et 128, c'est quand il la relâche, du coup, on met tout à 0, et voilà. Et ensuite, du coup, le gros morceau, process, qui en fait va vraiment être toute la logique derrière. Voilà, donc comment ça se passe? En fait, la façon dont la musique est faite, on va avoir un tampon, du coup, parce qu'il va calculer à l'avance ce qui va arriver en musique et ce qu'il est en train de faire actuellement, pour éviter qu'on ait des saccades et des latences dégueulasses. Ce tampon, du coup, comme c'est un groupe de canaux, je peux itérer dessus, et dans chaque canal, j'ai tous mes échantillons. Donc, un échantillon, c'est le son qu'il y a à 1 seconde divisé par 44 900. C'est beaucoup de travail. Et là, j'ai fait toute ma logique derrière, donc j'ai récupéré mes voix. À chaque voix, je lui ai attribué la note que je récupère par MIDI, etc. Donc voilà, c'était en plus pour rapidement vous montrer ce qu'on avait fait. Voilà. Oupsie, je vous replace un peu le délire. Moi, la semaine dernière, je suis rentré de vacances et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai rush la semaine prochaine, il faudrait peut-être que je la prépare, il serait temps. Du coup, j'ai récupéré ce que j'avais fait la dernière fois en mai. J'ai été sur Git, j'ai récupéré mon projet, je me suis dit, bon, tiens, je vais le recompiler pour regarder, etc. Du coup, j'ai relu un peu ce que j'avais fait pour me remettre en mémoire comment ça marchait. J'ai recompilé et là, dans mon petit terminal, j'ai un petit warning. Ah tiens, la librairie, elle est dépréciée, parce qu'on fait plus les licences VST2, et tant pis pour toi. Et je fais, ah. Alors, utiliser une librairie dépréciée, c'est pas si grave en soi, c'est devant ce qu'on fait. Mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va essayer de trouver autre chose. C'est marrant, parce que je me dis que ça fait une petite évolution narrative dans la ruche. Du coup, donc j'ai dit VST2, effectivement, les licences ne sont plus données. Pourquoi? Parce que merci. Parce que Steinberg a sorti VST3. VST3, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, mais c'est mieux. Alors techniquement, ça fait depuis 2018 que la VST2 elle est dépréciée, sauf que comme l'industrie musicale c'est plutôt tranquille, le temps que tous les plugins se décident à se mettre à jour, etc. Ils ont décidé de chiller tranquillement. Maintenant, là, Steinberg commence à dire qu'ils vont vraiment plus du tout supporter la VST2. Donc tout le monde s'est bougé et maintenant ça passe à la VST3. Donc globalement c'est le même format, sauf qu'il est mieux parce que quitte à faire une nouvelle version, autant faire les améliorations. Donc quelques exemples de trucs mieux. Tant qu'il n'y a pas de signal sonore, le CPU il n'est pas utilisé. Ce qui est très bien parce que donc faire de la musique, ça éclate ton CPU au sol. Surtout plus tu fais des trucs compliqués, plus ton CPU souffre. Donc c'est pas plus mal d'avoir optimisé un peu ça. C'était un des trucs qui décriait le VST en général. Il y a beaucoup plus de contrôle parce que MIDI aussi, ils ont monté de version, ils sont passés en 2.0. Et comme c'était pas encore supporté par VST2, à un moment, il fallait se mettre à la page. Donc en fait, ce que ça permet de faire, c'est vraiment globalement quand on envoyait un signal en MIDI avec un accord, mettons j'ai un accord avec 3 notes, je peux influencer je peux récupérer des informations sur ça, mais en fait mon accord, par exemple pour la vélocité, donc la force de l'impact sur les touches, c'est la même pour les 3 notes de l'accord. Voilà, pas de différence. Tu peux essayer de le faire en ondulant, mais voilà, tant pis, ça sera toujours la même vélocité. Le MIDI 2.0, il permet d'avoir des informations et des métadatas sur chacune des scènes. Donc c'est mieux, ça permet de faire des trucs plus réalistes du coup, à l'instar d'un vrai piano. Il y a aussi, ils ont rajouté, on peut gérer plusieurs inputs et outputs MIDI en même temps. Et accessoirement, un truc qui est vachement bien, c'est que tu peux rechercher des paramètres maintenant. Parce que avant les VST2, quand tu avais des presets ou des paramètres, et du coup, tu avais un petit menu roulant qui faisait tout ça et il fallait scroller. Très chiant. Et je trouve que ça a mis autant de temps avant de venir. Hop. En passant, du coup, qu'est-ce que c'est Clap? Étant donné que VST c'était pas mal décrié, il y a des gens qui se sont dit c'est bon, on va pas attendre que Steinberg se bouge et fasse VST3, on va créer un truc qui s'appelle Clap. Du coup, Clap c'est comme VST, mais c'est pas pareil. Dans le sens où c'est aussi un format de plugin audio, qui lui, du coup, est beaucoup plus récent. Sauf que celui-là, il est open source. C'est un super avantage. Du coup, tu n'as pas besoin de demander à Steinberg pour l'autorisation commerciale. Parce que globalement, quand tu fais un VST, tu peux soit le filer en open source, ce qui est très bien.
soit tu veux le vendre et faire de l'argent avec. Dans ce cas-là, il faut quand même demander à Steinberg qui te mette un petit tampon. Et du coup, après, il faut les créditer partout. C'est leur technologie. C'est vendu comme plus performant que VST. Surtout niveau CPU, pareil. Plus de contrôle parce que ils sont passés au MIDI 2.0 tout de suite. Et puis ils ont aussi fait un truc qui s'appelle le MIDI Polyphonic Expression, qui est du MIDI sous stéroïde. En gros, il y a encore plus d'informations récupérées dans le MIDI, il y a des métadatas, enfin, tu peux un bazar. Et accessoirement, tu as un scan plus rapide des plugins. Et en fait, les plugins peuvent garder en mémoire s'ils ont besoin de trucs particuliers, genre des samples, etc. Donc ça fait que si tu migres ton projet sur un autre PC, techniquement, c'est mieux. Après, bon, c'est utile, je sais pas. Un argument de vente comme j'ai été regardé sur leur site, donc de toute façon, c'est que des arguments de vente. Et du coup, je vais vous présenter NiHplug. NiHplug, qui est la librairie que j'ai trouvée pour remplacer celle qui était dépréciée. C'est fait par le même mec, du coup, je vais la chercher très loin. Globalement, pourquoi c'est mieux? Alors déjà, ça supporte les VST3 et ça supporte Clap. Donc déjà, ça réglait mon problème. Ça utilise Rust à .7, donc je vais faire une petite mise à jour de Rust. La crate, si jamais vous voulez regarder, si ça vous intéresse, la crate est vachement bien foutue dans le sens où, bon, forcément, vous avez votre librairie avec votre code, etc. Sauf qu'en fait, dedans, ils ont mis plein d'exemples de plugins. Et du coup, vous avez déjà des exemples de code de plugins qui marchent. Donc pour kickstarter un peu, c'est bien. Surtout que la documentation, c'était un gros point négatif de celle que j'utilisais avant, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Donc, tu essayes de deviner un petit peu comment ça marche. Celle-là, la documentation, elle est un peu mieux. Et comme il y a des exemples, c'est vrai que c'est plus intéressant à voir. Au moins, tu as vraiment des cas pratiques qui sont explicités, donc c'est vrai que c'est assez cool. Et accessoirement, si vous voulez faire de la musique, il y a des plugins, alors pas super utiles, parce que du coup, ils ont fait vraiment que des mèmes. Genre, il y en a un, en fait, c'est quand tu mets ce plugin-là, si jamais tu choisis un montant de décibels spécifique, et si jamais ça dépasse ce montant de décibels, ça coupe le son et ça fait SOS en morse. Du coup, ça ne sert à rien, mais l'idée est marrante. Voilà, ça permet de voir un peu comment ça marche. J'en ai aussi un où c'est un simulateur de puberté. Quand tu mets ça sur une voix, ça fait comme s'il y avait de la puberté. Enfin, c'est chelou. Bon, ils sont partis en cacahuète, quoi. Mais bon, au moins, c'est intéressant, c'est pas d'avoir des vrais exemples de A à Z sur comment faire ton plugin. Au moins, tu es sûr que l'application, enfin, tu es sûr que la crate, elle marche bien parce que tu peux tout récupérer. La structure, elle est relativement similaire à la crate que j'utilisais avant, sauf qu'il y a vachement plus de méthodes utilitaires, donc déjà, c'est quand même vachement mieux. Tous les trucs de calcul de décibels, etc., c'est déjà inclus. J'ai remis essayer pas de ChatGPT parce que ça, c'est encore pire, il connaît encore moins. Du coup, comment faire un peu. Les gifs, ils marchent pas. Je suis dégoûté. Ouais, je dégoûte. Comment faire un plugin de gain? Du coup, pour commencer, donc le plugin, il va prendre. Je vais pas expliquer ce que c'est. Un plugin d'effet, grosso merdo, c'est je prends du. Comparé au synthé qui va prendre rien et produire du son, lui va prendre du son, le modifier, le renvoyer. Donc le plus simple à faire, alors c'est un plugin inutile, parce que c'est juste pour gérer le volume, mais on va faire ça. Au moins c'est facile et je peux vous montrer comment ça marche. Donc j'ai remis un peu la structure, très similaire. Hein. Au début, je vais définir la struct de mon plugin. Ensuite, je vais lui faire une struct avec les différents paramètres. Je vais lui mettre toutes les valeurs par défaut dont il pourra avoir besoin. Après, je vais lui filer le trait plugin. Et puis après, on a un trait de formatage pour qu'il nous compile directement comme on veut. Et c'est parti. Ouais, bah, ça marche pas en votre présentation, c'est un peu chelou. Présentation. Et. Bon. Ok. Du coup, on va y aller dans l'ordre et tout doucement pour expliquer. Donc pareil, les deux premières lignes, c'est juste mes imports, on s'en fout. Du coup, mon plugin, je vais l'appeler gain. C'est ce qui fait que j'ai pas envie de faire un nom original pour un gestionnaire de volume. Il va juste avoir un seul attribut, c'est des paramètres. Parce que j'ai pas besoin de grand chose en plus, j'ai pas besoin de lui donner des valeurs spécifiques ou des choses comme ça pour l'instant, il n'en a pas d'intérêt, il va juste augmenter ou baisser l'amplitude du signal qu'il reçoit. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que je définisse ces paramètres que je viens de lui dire, dont il allait avoir besoin. Donc, en Rust, on a des trucs marrants, ça s'appelle des macros. Globalement, une macro, ça va faire plein de code en plus après dans son côté quand il compile. C'est pas ça? Non, c'est pas grave. Moi, je l'ai compris comme ça. Donc, la macro va récupérer toutes les infos dont on va avoir besoin pour que ça fasse un beau VST.
et puis pour qu'accessoirement, ils comprennent que ce que je suis en train de définir, c'est des paramètres, et que ces paramètres, le user va les influencer. Donc mon VST, il va avoir des petits potards à modifier, à bidouiller. Donc j'ai ma struct param, enfin gain param. Là, il va avoir qu'un seul paramètre, c'est le gain. Donc je lui mets un ID gain, qui est un ID comme il y en a partout dans plein de langages. Donc ce qui est bien, c'est que comme ça marche comme un ID, après je peux tout organiser, tout modifier, il se souviendra que c'est ça. Je lui ai mis le gain, c'est un float. Enfin, un float param, parce que là, dans ce cas-là, c'est un paramètre, mais grosso merdo, c'est un float. Ce float, on va l'enregistrer comme une valeur linéaire, alors que normalement, on voudra un décibel, sauf que calculer les décibels, c'est un peu relou. Donc, on va l'enregistrer en valeur normale et on l'affichera en tant que décibel avec un peu de magie et des maths. Voilà. Une fois que j'ai défini mon paramètre, je vais définir les défauts. Donc, bon, alors classique, pour définir sur mon gain ces paramètres, je dis que c'est des nouveaux paramètres. Voilà, et ensuite, pour dire qu'est-ce que c'est mes défauts de paramètres. Alors, là, ça commence à être drôle. Ouais, il y a des maths. Enfin, il y a des maths, vite fait. Du coup, mon gain, je vais le stocker sous forme de gain linéaire. Je veux une valeur toute pétée. C'est quand même vachement plus simple à enregistrer laquelle. On pourrait l'enregistrer en décibels, mais dans ce cas-là, à chaque fois que j'utilise, il faut que je refasse des conversions. Du coup, on fait le plus simple et on fait la conversion là, comme ça, c'est fait. Du coup, mon paramètre, c'est un nouveau paramètre. Il a un nom, gain. Il a une valeur par défaut qui est de 0 décibels que je convertis en valeur linéaire avec ma fonction dB2gain, parce que du coup, il y a plein de fonctions utiles, comme je le disais. Et ensuite, il a besoin d'une range. C'est tout simple, hein, c'est que quand vous avez un petit potard ou un slider, il vous faut ça va de là à là. Du coup, vous lui définissez ça. Du coup, là, je lui ai dit, tu vas de moins 30 décibels à 30 décibels. Voilà, tout simple. Le facteur, du coup, donc ça va être le... Comment expliquer c'est pas le pas, mais c'est grosso merdo la façon dont le slider va bouger. Moi, je veux faire en sorte que ce soit relativement fluide, tu vois, comme si c'était vraiment linéaire, alors que ça n'est pas du tout. Du coup, je vais utiliser le float range gain skew factor, qui en fait il va calculer son facteur tout seul comme un grand, et il va faire ça bien. Pour qu'on ait l'impression que la range soit linéaire. Alors que du coup, ça reste des décibels. Ce que j'ai précisé, les décibels, c'est une échelle logarithmique. C'est pour ça que si tu as une augmentation d'1 décibel, c'est déjà à très haut décibel, ça peut te flinguer l'ouïe parce que forcément, comme c'est logarithmique, plus c'est gros, plus les évolutions sont de plus en plus grosses. C'est pour ça que si tu as une voiture qui va à 110 décibels et un avion à 130, tu te dis ah mais il n'y a que 20 décibels de différence. Ça ne marche pas comme ça. Et ensuite, j'ai mis des petites fonctions pour faire des petits lissages des familles pour que ma valeur elle soit mieux formatée, qu'elle soit vachement plus lisible. Ensuite, j'ai précisé qu'avec les champs de paramètres, du coup là j'en ai mis 15, c'est juste le volume. On peut faire plein de choses. Tu peux faire en sorte que tes paramètres ils persistent parce que là du coup je vais faire ça. Je vais fermer, mettons que je modifie mon gain sur mon plugin, je le ferme, bon, voilà très bien. Si je l'utilise après, ça pourrait être bien que ce gain là je le retienne par exemple. Ça je vais pas m'emmerder de le remettre à chaque fois. Je pourrais faire en sorte qu'il y ait des presets qui soient déjà faits ou des trucs comme ça. Là je l'ai pas fait parce que c'est du volume, mais voilà, et en fait on peut vraiment faire plein de choses différentes. Une fois que tous mes paramètres ils ont été mis à défaut, je peux implémenter le trait plugin à mon plugin pour qu'il comprenne qu'il est un plugin. Donc là où c'est un peu différent, personnellement je trouve ça vachement plus fouillis. Il n'y a plus de fonction getInfo. Maintenant il faut mettre ça en constante à l'arrache. Voilà, pourquoi pas. Et il y a aussi beaucoup plus de trucs mandatory à mettre qui ne fait pas par défaut. Donc déjà, nom, vendeur, URL, tout ça, bon, c'est les infos de votre plugin, enfin de votre VST qui va être emballé partout, comme ça, quand vous l'utilisez, l'ordinateur, il sait que c'est ça. Audio IO-Lite, donc c'est pour la spécification du in and out audio. Grosso merdo, le premier qui est mis, ça va être le par défaut. Si vous en mettez d'autres, vous aurez le choix de choisir. Donc le premier, j'ai mis 2 entrées de sortie, c'est de la stéréo. L'autre, c'est du mono, il y a une entrée de sortie. Vous pouvez spécifier après si vous voulez faire des trucs un peu chelous ou faire du 7.1 et dans ce cas-là, vous pouvez tout spécifier vous-même. Ou dans ce cas-là, si vous n'avez pas envie, vous pouvez tout mettre en mono et pas en mettre d'autres et les gens ils râleront parce qu'ils ont des enceintes de ouf qui ne servent à rien. MIDI input, j'ai mis à none parce que je ne vais pas utiliser de MIDI. Ensuite, ces trois-là, c'est des trucs compliqués. Sample Accurate Automation à true, c'est pour qu'en gros,
ce soit le plugin, enfin on prenne les trucs par défaut qui sont faits par la Crate pour calculer ces choses-là, pour que c'est tellement compliqué. En gros, comme on va faire beaucoup d'actions par seconde sur des tout petits, enfin sur des morceaux de son qui peuvent être compliqués, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout diviser en tout petits blocs à chaque changement pour pas. Et quand il n'y a pas de changement, il va se simplifier la vie et faire beaucoup moins de calculs. C'est vrai que ce soit quand même plus efficace. Donc comme c'est déjà préparé par le library, je mets ça à trou comme si c'est lui qui s'en occupe et j'ai pas à le recoder à la main. Sysex message, c'est pour faire passer des messages par MIDI. Et background task, c'est pour faire des trucs en fond, miner du Bitcoin, je sais pas. Mais j'en ai pas besoin. Tu dois quand même les déclarer. Ouais, tu es obligé de les déclarer, parce que sinon, tu peux les virer. Je pensais qu'on pouvait les virer. Je me dis, bon, c'est fou, ça, c'est pas grave. Et là, s'il réagit, normalement. Voilà, il est pas content. Ah, putain, il manque des traits. Et je trouve ça con parce que sur la version enfin, sur l'autre crate, vous pouvez juste mettre trois petits points défaut et il considérait tout le reste à défaut et c'était pas grave. Et là, c'est quand même vachement plus de trucs à préciser. Et ensuite, on retourne sur notre fonction importante qui fait tout le reste, qui elle n'a pas bougé. Et là, on va faire le gros du code. Alors, comme là, c'est un cas simple, ça va pas être très compliqué. On va faire, du coup, j'ai mon buffer sur lequel j'ai récupéré tous mes samples. Et donc, pour chacun de ces samples, donc, je rappelle, on a 44 100 par seconde. On va déjà récupérer le gain avec let gain, self param gain. Du coup, là, c'est récupérer ton paramètre. On récupère ce gain et du coup, pour chaque sample, je vais le multiplier par le gain. Voilà. Globalement, ce que ça fait, comme mon gain, c'est un ratio, des décibels, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le signal qu'il a pour chaque sample et il va le multiplier par le gain. Du coup, si le gain est plus gros, ça va augmenter le signal, donc ça va sortir plus fort parce que l'amplitude est plus grosse. Si c'est plus faible, ça va la diminuer. C'est con la musique en vrai. Hein. Signal plus gros, son plus fort. C'est très simple. Hop, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a juste ce dernier petit morceau-là qui n'existait pas avant. Du coup, dans la crate précédente, quand tu voulais faire un VST, il fallait balancer un script shell à côté qu'ils avaient fait. C'était l'implémentation la plus dégueulasse du monde. Et là, du coup, ils ont fait un petit truc tout simple. Tu as juste implémenté le trait VST3 plugin, ton plugin, et tu leur précises 2-3 trucs. Et ensuite, quand tu fais cargo build, il build. Et du coup, il y a le même pour faire du clap. Clap que je n'ai pas fait parce que moi, j'ai pas d'IDE qui supporte le clap. Pas de Do qui supporte le clap. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ah merde, c'est pas échappé. Le Do, c'est quoi? Digital Audio Workstation. C'est mon IDE de musique. Bah tiens, je vais en montrer un tout de suite parce que du coup, je vais faire une démo pour vous montrer un peu du coup ce qu'on a fait là. Ok. Du coup, ça c'est un IDE. Il s'appelle Reaper. Je l'ai utilisé. J'ai pris celui-là parce que c'est comme WinRAR. Quand tu le lances, il te met un message pour l'acheter. Et si tu veux pas l'acheter, bah, tu cliques sur non. Voilà. J'utilise pas celui-là chez moi parce que je ne connais pas. Qui est Tifua sur moi? Non, plus besoin. Maintenant, il met un cooldown de 4 secondes et puis après, tu peux cliquer. Et surtout parce que c'est le seul qui marche sur Linux correctement. Parce que moi, celui que j'ai, il marche pas sur Linux. Donc voilà. Il n'y a pas d'open source. Pas de Do open source. C'est celui-là. Ah, d'accord. Ouais, l'open source, celui-là. Ah, je sais pas sûr. Il y a une licence. Si, il y en a quelques-uns d'open source après sur Linux, mais je les connais encore moins. Alors, le problème du Do, c'est comme un IDE, c'est quand tu changes, tu sais rien faire dessus parce qu'ils ont tous des raccourcis différents. Du coup, alors, tu mute. Du coup, voilà. Ouais. Zoomer. Ouais. Ok. Vous occupez pas de ces deux-là, parce que j'essaie de donner des trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une track, et dessus, ce qu'on a là, les petites barres, c'est du MIDI. Globalement, du MIDI, je peux vous montrer. Faut vous imaginer que là, il y a un piano, et chaque point dessus, il joue la touche. Voilà. Globalement, c'est ça du MIDI. C'est comme si vous envoyiez une partition, sauf que elle est un peu là. Mieux. Oh, ça fait pas assez de son. Vous entendez là? Oui, j'entends. Vous entendez un peu? C'est pas ouf. Hein. Bref, du coup, le truc MIDI qu'il y a là, c'est le
l'opening de Game of Thrones. Parce qu'à la base, la ruche, elle avait un thème et une trame Game of Thrones, mais c'est abandonné. Du coup, si je joue là, j'ai Game of Thrones. On s'y croirait. C'est un synthétiseur tout pourri derrière, donc c'est pas du piano, hein, c'est moche. Voilà, c'est très bien. La magie. Game of Thrones. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, moi Hop, je viens de créer un plugin que j'ai appelé Gain, entre parenthèses Gainruche. Hop, je peux le mettre. Il est là. Il a un petit potard, Gain, en décibels, parce que je lui ai dit de faire ça en décibels. Du coup, je vais le mettre à 0. Alors, si je le mets à 0, du coup, il n'y a pas de changement de décibels. C'est pareil. Si je lui dis, ah bah tiens, augmente les décibels, du coup, c'était le but. Ça marche. Preuve que ce que j'ai codé marche. Non, parce que quand on fait du web, c'est cool parce qu'on a le hot reload. Là, j'ai pas de hot reload là-dessus. Faut que je recompile mon truc. Faut que je le réimporte là-dedans. Faut que c'est chiant. Voilà. Et du coup, ça marche. Et pareil, s'il baisse, voilà, vous entendez plus rien. Et voilà. Donc, ça marche. J'ai fait un plugin tout pété. Sauf que j'en ai fait d'autres. Ouais, alors je compte en faire des graphes stylés, mais j'ai pas le temps. Et j'ai voulu faire un filtre. Donc en gros, un filtre, ça va couper suivant s'il est passe haut ou passe bas. Il va laisser passer des fréquences hautes ou des fréquences basses. Je l'ai bien commencé, j'étais à fond dedans. Puis après, il fallait faire des maths, genre des gaussiennes. Et c'est quoi ces filtres? Hein? Non. L'appel du flux. Ouais. Si, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs filtres, mais c'était trop tard. C'est pas marrant si tu fais pas les maths toi-même. Oui, c'est bien d'accord. Désolé, c'est Lyon, mon PPT. Ah, il est là. Ah, pardon, désolé à distance, du coup, s'il y a encore des gens, non, tout le monde dort. Alors, désolé à distance, du coup, j'ai un Linux, donc je peux pas partager le son par Teams. Ouais, c'est triste. Présenter. Du coup, on y retourne. Ok, comment faire un frequency shifter? Là, on commence à parler. Pour info, je mets un frequency shifter analogue à côté. Alors bon, il est un peu plus compliqué, il y a 4 poseurs sur celui-là, moi je vais en mettre qu'un. Mais globalement, c'est tout ça, le bordel de résistance, de condensateur, etc., qu'il faut enchaîner les uns avec les autres pour faire ça électroniquement. Ce qui est vachement marrant. Mais j'ai pas l'argent pour faire ça. Du coup, j'ai changé un peu. Mon frequency shifter, il a toujours des paramètres. Mon plugin, par exemple. Sauf qu'en plus, je vais lui filer une phase. Comme ça, au moins, je la stocke sur l'objet, c'est pas une constante qui traîne. La phase, elle va me permettre après de modifier le signal sonore que je reçois. Donc ensuite, de la même manière, bon, j'ai ma struct, cette fois, je ne l'ai pas appelé gain param, je l'ai appelé FQ param. Elle va avoir un seul paramètre, qui sera la fréquence. Ensuite, pareil, je les mets à défaut. Ma phase, elle commence à 0, tranquillou. Et ma fréquence, je la mets à 0 par défaut. Et ensuite, je la fais varier de moins 2000 à 2000. C'est des hertz. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, pour préciser un peu, qu'est-ce que c'est un frequency shifter? Comme son nom l'indique, ça va bouger la fréquence du signal que ça reçoit. C'est utile, c'est pas le plus utile. Il y a un truc qui est vachement utile, c'est un shifter qui va bouger la fréquence aussi, sauf que lui, ça va être un ratio. Et ensuite, l'intérêt, c'est que ça va garder l'harmonie. Si tu gardes l'harmonie, vers là, par exemple, je fais ça sur le truc de Game of Thrones, ça va le faire plus grave, mais ça va sonner pareil, ça va sonner bien. Un frequency shifter, ça bouge tout d'un montant fixe de Hertz. Il n'y a plus l'harmonie. C'est utile quand on fait des trucs de points inaudibles, genre de la dubstep ou de l'artec ou des trucs comme ça. Sinon, c'est pas le truc le plus utile. Moi, ça me fait marrer. J'aime bien utiliser ça, c'est marrant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, tout simple. Je récupère tous mes samples et j'itère dessus. J'ai récupéré ma fréquence que j'ai pris par paramètre. Là, je vais calculer mon incrément de phase. Comme la phase, c'est 1 degré, je fais un petit truc avec pi. Donc, 2pi fois la fréquence que je divise par le sample rate. Croyez-moi, voilà. On va s'arrêter là. Ma phase, je vais l'incrémenter avec mon incrément de phase, logique. Du coup, il y a ça qui va se faire sur tous les canaux. Et ensuite, à chaque sample, je prends mon sample et je le multiplie par le sinus de la phase. Pour pareil, hein, c'est un signal, tu le multiplies par quelque chose, ça le change et ça marche pas pour tout, mais pour les trucs simples, ça marche. Cosinus, ouais. tu l'as fait, hein? Je peux te faire le cosinus. Je sais plus, il n'est pas assez révisé pour ça. Mais je sais que ça marche. Par contre. Hein? Il y a des commentaires. Ouais, mais tu sais, c'est des commentaires drôles. C'est aucune valeur informative. La phase.
Dans un signal, normalement, c'est la fréquence qui est élevée, là. Ouais. En plus la phase. Pas de dans le... Je sais pas, sûrement ça paraissait bien. En vrai, ça marche. Du coup, Ok, sur ma gueule. Ça fait un peu de là, c'est cool. non, mais ça fait l'effet d'un frequency shifter. Du coup, oui. Ouais, les enceintes ne sont pas faites pour. Qu'est-ce que ça fait un frequency shifter? Calme-toi, remets-toi à 0. Voilà. Bon, là, du coup, il se passe rien. Sauf que du coup, si je l'avance de 100 Hz, tout va bouger de 100 Hz. Donc ça va être dégueulasse. On l'entend encore un peu. Bon, on va remonter le son. Ouais. Ce qui est marrant avec ça, c'est qu'après, si on le fait varier très vite, c'est un truc drôle. Musicalement, bon, chacun ses styles musicaux. Que tu faisais en groupe? Non, non, moi je faisais pas de trucs sur ordinateur, je suis un vrai musicien à l'époque. Du coup, voilà, un frequency shifter, c'est marrant, c'est pas compliqué. Le pitch shifter et le frequency shifter, celui-là, en fait, il bouge tout de tant de hertz, c'est tout. Ouais, il fait une addition au lieu d'un. Ouais. Alors que les autres, tu multiplies par un ratio, du coup. L'autre suit le logarithme, en fait, alors que lui. C'est ça, et du coup, tu vas garder. En fait, la façon dont ça marche, les notes, toutes les notes, elles sont pas, c'est pas linéaire, tu vois, les gammes. Comment je peux expliquer ça facilement sans raconter des conneries? Non, mais si, très simple, tu as un accord qui marche, genre, je sais pas, un Do majeur. Tu décales tout de temps de fréquence pour le monter à la note du dessus. Ça fera pas un Ré majeur parce que il y a des notes intermédiaires, tu sais, les notes en noir, il y a des dièses, etc. qui traînent. Et du coup, c'est pour ça que juste shifter les fréquences de tout le monde, ça reste pas harmonieux. Le pitch shifter, du coup, qui est vachement plus compliqué à faire, lui, il le fait. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, j'en ai fait un autre très simple pour me marrer, j'ai fait un beat crusher. Qu'est-ce que ça fait un beat crusher? Ça va réduire la qualité du signal, globalement. Tu vas lui dire que plutôt que d'avoir un signal en 32 bits, il sera en moins. C'est utile. C'est utile. Pour Mario. Si, pour de la lo-fi, c'est bien quand tu veux faire de la lo-fi et tu te dis tiens, j'ai un sample qui est sympa, petit truc de guitare, j'aimerais que ça fasse un effet un peu vinyle. Ouais. Tu peux faire ça. Ou un effet NES, quoi. Ouais, ou un effet NES aussi si tu veux faire des trucs de vieux jeux. Voilà. T'es déjà dessus, quoi. Hein? En MIDI, c'est déjà un peu le cas. Ouais, en MIDI, c'est déjà un peu le cas. Ouais, mais pas assez, tu vois. Mais non, ouais, du coup, pour faire des effets vinyles sur le lo-fi, ça peut être marrant. Voilà. Après, là, j'en ai fait des très simples, du coup, il n'y a pas de. Il y a peu de nuances. Du coup, pareil, j'ai fait un paramètre bitdepth que je vais récupérer. J'ai juste fait une petite vérification pour vérifier que ça dépassait pas, que ça restait entre 0 et 32, sinon j'ai peur que mon PC explose. Du coup, je récupère cette nouvelle, la valeur que je lui ai dit. Je lui dis bon, moi, c'est ta nouvelle valeur max pour ta bitdepth. Et du coup, je modifie mon sample d'entrée en fonction de ça, et ça donne des trucs dégueux. Pire. Du coup, on va remettre ça. On va mettre ça à 0 parce que ce soit audible. Bon, là, pas de changement parce que je lui ai pas trop, je lui ai pas assez réduit. Oh, on l'entend pas. Ah, c'est marrant. Ouais, marche peut-être pas bien. On va se mentir. On rajoute plus du blanc. Bon, c'est pas grave, c'était une. Attends, je dois en avoir un qui traîne. Concept. Thomas ne sait pas travailler. Marcher, ça. Ouais, vachement plus beau déjà. Plus de paramètres. Tu sais, quand il y a des gens professionnels qui font des trucs, du coup. En vrai, le mien, il fait pareil, du coup. J'ai mis pause, gros. C'est bon, sauvé. C'est trop chez n'importe quoi. Voilà. Toujours été où dans PPT, moi? C'est fini. Du coup, voilà, je me suis bien amusé, ça m'avait fait marre à faire.
l'objectif principal, surtout, c'était d'aller un peu plus loin sur ce que j'avais fait avant. Voilà, merci pour votre attention.